Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des i4Health TV Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table spéciale Covid en France. Quelles sont les solutions apportées par la France sur le sujet du Covid? C'est le sujet de cette table ronde aujourd'hui dont j'ai le plaisir d'animer avec la présence donc, de Laura Letourneau. Merci Laura d'être avec nous. Déléguée ministérielle au numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé. Alexandre Falzon, en duplex ici, CEO de Nouvéal e-santé Covidom. Bonjour Alexandre. Delphine Maillet, présidente de la Poste, Silver Santé. Et Patrick Jourdain, professeur de cardiologie à la PHP et directeur médical de Covidom. Alors aujourd'hui, je vais vous demander donc tout de suite de démarrer en présentant peut-être votre rôle au sein du système de santé français. Peut-être Laura ? On va commencer. Alors, nous, notre rôle, c'est pas d'être un industriel, c'est pas de se substituer aux industriels en créant des services numériques. En revanche, notre rôle, c'est de créer les conditions de l'émergence de services numériques innovants qui respectent un certain cadre de valeurs fixé par les pouvoirs publics en tant que garant de l'intérêt général. Si on prend l'exemple des pouvoirs publics dans une ville, leur rôle, c'est de faire les règles, le code de l'urbanisme, le code de la route, de faire des infrastructures qui permettent l'échange, les routes, les ponts, le réseau d'électricité, mais c'est pas de faire des maisons individuelles. Dans le cadre du numérique en santé, notre rôle, c'est de faire les normes d'interopérabilité des systèmes d'information, de sécurité, d'éthique, de faire des infrastructures de stockage de données, d'identification électronique, mais ce n'est pas de faire des services numériques innovants, des dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle, des services de prise de rendez-vous en ligne, des portails patients de tel ou tel hôpital, mais c'est de garantir les conditions de l'émergence de tels services numériques innovants. Alors évidemment, on a néanmoins un rôle pour faire en sorte d'animer cet écosystème avec de la formation, avec du financement. Et ce volet-là de financement a pris une ampleur tout à fait différente ces derniers mois, depuis juin, puisque dans le cadre du Ségur de la santé, il y a 2 milliards d'euros d'investissement, ce qui est colossal, qui ont été débloqués pour justement soutenir cette filière en e-santé. Donc plein de choses qui sont d'actualité, plein de sujets, d'actions qui sont en train de se faire et c'est très positif, en tout cas en France, et on en est très heureux et très content. Ça bouge bien dans le numérique en tous les cas et sur ce sujet de la santé. Filière d'excellence notamment en plus en France. Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton rôle, toi, chez Covidom, au sein de ta société, tout simplement? Le rôle de la société Nouvéal, avant tout, donc c'est d'accompagner donc les établissements de santé, et je vais dire plus globalement l'ensemble des professionnels de santé dans la digitalisation en fait des parcours de soins. Nous avons donc Nouvéal conçu et réalisé donc différentes solutions, principalement au départ notre plateforme, on va dire mère, qui est la plateforme eFeedback, et très rapidement ensuite on a décliné cette plateforme pour faire OnConnect, Léa Santé et dernièrement Covidom. Alors en fait ces plateformes c'est quoi? Elles permettent en fait d'effectuer je dirais du télésuivi des patients dans différents types de pathologies. On va avoir de l'ambulatoire, on va avoir des suivis en maternité, on va avoir des suivis en rhumatologie, en oncologie, en BPCO. Et dernièrement, donc des suivis d'épidémie via notre plateforme Covidom dont on reparlera après. Voilà le rôle principal de notre société. Merci Alexandre. Delphine, en tant que présidente de la Poste Santé, nouvellement plus Silver, d'après ce que j'ai compris. Quel est votre rôle au sein de la Poste Santé ? Alors, le rôle de la Poste et sa contribution au monde de la santé, c'est de contribuer à l'amélioration des parcours patients en proposant des solutions de services humains et de services numériques aux patients en lien avec les professionnels de santé. Ça, c'est la mission qu'on s'est donnée. Et pour ça, on a bien évidemment un certain nombre de services rendus par les facteurs, y compris maintenant sur certaines missions de prévention. Nous avons des filiales spécialisées en prestations de santé à domicile, Asten Santé, Diadom. Et nous avons également investi dans des startups pour accompagner le mouvement vers la télésurveillance, comme Newcard, ou le télésuivi de manière générale avec Nouvéal. Très bien. Pour faire le lien, Patrick ? J'allais dire que moi, je suis le soignant de la table. C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est vraiment la gestion des patients. Et je crois que là, on est véritablement dans quelque chose de spécial. Cette crise Covid,
elle a véritablement changé les choses. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu passer d'un rôle simplement de soignant du patient hospitalisé à un rôle de prise en charge du patient dans sa globalité. Et c'est ça qui est vraiment important. Justement, en parlant de cette crise Covid, quel est donc l'impact de cette crise sur le système de santé français? Quel est votre regard par rapport à ça? Eh bien, je crois qu'il faut simplement voir que nous sommes dans la crise vraiment du siècle. C'est-à-dire que si on se remet là où nous étions en mars dernier, arrivée d'une nouvelle maladie que personne ne connaissait bien, avec énormément de patients avec des symptômes, avec une maladie qui est extrêmement fatigante pour les patients, avec énormément de patients qui avaient besoin d'être rassurés, d'être pris en charge, d'être surveillés, et effectivement aussi, bien sûr, des morts, des patients en réanimation. Mais il faut aussi voir que la France a su faire face, à la fois par la mobilisation des soignants, à la fois par la mobilisation des entreprises, la mobilisation également des citoyens, et grâce à ça, eh bien, nous avons pu passer un cap. Et qu'effectivement, maintenant, eh bien, nous voyons bien qu'autour de nous, nous avons de plus en plus de gens malades et qu'il faut à nouveau faire face. Alors certains pour leur première vague, certains pour la deuxième vague, mais que je dirais simplement que si on voulait réfléchir et se dire qu'est-ce que ça a permis d'avancer, eh bien, on se rend compte qu'on est passé d'une médecine simple où on attendait, les patients attendaient dans des files d'attente devant les urgences, à un élément où on a pu prendre en charge les patients. C'est-à-dire qu'on a pu créer des plateformes innovantes, comme la plateforme Covidom. Et là, c'est simple. On va se dire qu'est-ce qu'on a pu faire. On a pris en charge plus de 380 000 patients, avec des patients à la fois issus de la ville, issus de l'hôpital, des patients qui sortaient également des hospitalisations. On a pu prendre en charge des patients qui remplissaient leur questionnaire. Et ça, c'est les éléments clés, parce qu'on a changé finalement notre façon de faire, nous soignants, grâce à cette union entreprise, patients et soignants. Merci Patrick. L'impact sur le territoire, c'est très important de le souligner en effet. Delphine, en tant que présidente donc, de la Poste, Silver, comment vous réagissez par rapport aux propos de Patrick par rapport à ça? Nous, on a une conviction en tant qu'entreprise à capitaux publics, ça veut dire quelque chose, on a la conviction que collectivement, on peut à la fois améliorer l'efficacité du système et améliorer l'expérience patient. Et effectivement, l'expérience Covidom, c'est une illustration de nouvelles façons de travailler en collectif. Il y a du lien digital, il y a du lien humain. Ça a changé à la fois l'expérience des patients et l'expérience des soignants. Je pense qu'il faut le dire. Des deux côtés du digital, il s'est passé quelque chose dans la prise en charge, avec un nouveau mode décloisonné d'organisation hôpital, ville et plateau de télésurveillance, qui fait que sans renoncer au rôle et aux responsabilités de chacun, on a inventé de nouvelles manières de collaborer. La Poste a aussi participé à la mise en place d'un site maladiecoronavirus.fr avec d'autres entreprises, start-up, grands groupes, qui a permis de prendre en charge 11 millions d'utilisateurs à date et certainement d'éviter pas mal d'appels au 15. Donc, notre conviction, c'est qu'il faut faire tomber les frontières de nos organisations parce que finalement, ça s'est imposé à tous comme une évidence pendant cet épisode Covid qui dure. Et souvenons-nous-en. Collectivement, on peut améliorer tous les maillons de la chaîne. Merci Delphine. Alexandre, donc je rappelle votre solution Covidom en termes d'accès aux données. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu en termes de scalabilité, on va dire? J'imagine que ça a beaucoup changé de choses pour ta plateforme, pour ta solution Covidom. Ah, effectivement. Alors, j'aimerais rappeler dans un premier temps un petit peu l'histoire de la mise en place de cette plateforme, parce que la plateforme Covidom, donc au départ, elle est née suite à l'adaptation en fait de notre plateforme mère, comme je l'expliquais tout à l'heure, et Feedback, ce qui nous a permis quand même d'aller très très vite afin de répondre donc aux spécificités du suivi des patients qui sont soit atteints, soit suspectés Covid. À l'époque, première vague, on testait très très peu. Comme l'a rappelé Patrick Jourdain, on était quand même dans une période de crise sanitaire inédite où nous avions seulement 3 jours et 3 nuits pour mettre en production notre plateforme et permettre d'enrôler, je dirais, les premiers patients. Ensuite, c'est vrai qu'on a réussi à mobiliser notre équipe. C'est, je dirais,
la force d'une start-up comme Nouvéal, c'est l'agilité. Et on a pu donc répondre à ce véritable exploit en mettant très rapidement la plateforme. Donc cette plateforme, elle a été donc immédiatement utilisée, je dirais, dans un premier temps par la région Île-de-France. Mais ensuite, assez rapidement, on a mis à disposition la plateforme dans d'autres établissements de santé sur l'ensemble du territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme on le disait à l'instant, Stéphanie, par rapport aux données, il faut savoir que donc, cette plateforme, qui a avant tout, je dirais, pour but de suivre donc à distance les patients, elle était là aussi pour éviter, je dirais, l'engorgement des établissements de santé, mais aussi, je pense que ça a permis de limiter la circulation des populations et donc de limiter en fait les contaminations. Tout ça, comme le disait Patrick tout à l'heure, en rassurant et en sécurisant le patient. Et en fait, le patient s'est senti accompagné par un dispositif, on va dire, figital, où on avait à la fois du digital, mais aussi une plateforme de télésurveillance qui prenait contact avec les patients à travers les alertes qui étaient détectées. Donc, elle a permis, en plus de ça, bien évidemment, de pouvoir collecter une masse d'informations très, très importante. Je dirais un nombre de données important qui a permis aux professionnels de santé d'en savoir plus à la fois sur la progression de l'épidémie, mais surtout aussi sur, je dirais, les effets associés à ce virus, quand même un virus aujourd'hui d'un nouveau genre, un virus qu'on connaît très peu, qu'on connaissait en tout cas très peu. Et pour finir, je dirais que l'intérêt, bien entendu, par rapport à ces données, c'est d'arriver à constituer en fait des modèles mathématiques prédictifs qui sont déterminants et à la fois très structurants pour les professionnels de santé. On a pu, à travers tout ça, avoir du suivi de la volumétrie, de l'extension géographique, de la prévision aussi de pics dans les établissements de santé, de la cartographie des risques médicaux, etc., etc. On voit le bien, c'est encore très utilisé aujourd'hui par rapport à tous ces éléments prédictifs. Et pour terminer, un autre sujet très important, tu en as parlé à l'instant, Stéphanie, c'est la scalabilité. La scalabilité pour l'entreprise et pour, en tout cas, la plateforme était très important parce qu'on a eu un nombre exponentiel de patients qui sont arrivés sur une durée très, très courte dans la plateforme. Donc, on a dû mettre en place des outils et des optimisations afin de permettre à la plateforme de prendre, je dirais, du moins de faire face à ce volume important. En tout cas, bravo pour cette accélération. J'imagine que ça a été aussi le cas, Laura. Vous, au ministère de la Santé et de la Solidarité, vous avez dû vous mobiliser et vous soutenez aussi d'autres solutions qui sont aussi emblématiques en France. L'audience qui nous écoute a intérêt à vous écouter sur ces autres solutions, puisque aujourd'hui nous sommes sur une audience internationale. C'est important pour nous d'adresser les messages et de mettre en avant toutes ces solutions que le ministère et vous-même portez au sein du ministère de la Santé. Alors, il y a une quinzaine environ de projets numériques, de projets informatiques qui ont été menés en urgence par les pouvoirs publics pour répondre à cette crise. Je vais prendre peut-être 3 exemples qui traduisent un positionnement différent de l'État. Le premier, c'est une infrastructure, l'équivalent d'une route, c'est le projet SIDEP, Système d'information de dépistage, qui permet de collecter aujourd'hui en temps réel, de façon automatique, les résultats de tests Covid des 5000 laboratoires de France qui les réalisent. Donc, c'est colossal en termes d'urbanisation, d'interopérabilité, etc. Ce projet, il est indispensable aujourd'hui pour avoir un suivi épidémiologique fiable, pour déclencher le contact tracing de l'assurance maladie et aussi pour déclencher des modules d'autosuivi comme Covidom en Île-de-France, par exemple. Donc, c'est une infrastructure essentielle auquel d'autres services numériques innovants se raccordent. D'accord. Nous, dans l'État, notre spécificité habituellement, c'est pas l'agilité. Pour le coup, d'ailleurs, quand on avait présenté le projet au ministre pendant le confinement, il nous avait dit si on le porte comme habituellement dans la puissance publique, l'épidémie sera terminée, qu'il ne sera pas sorti. Et il se trouve que là, par tout un tas d'alignements de planètes et de leviers, c'est un projet qu'on a porté en 3 semaines, qui, au lieu de coûter 200 millions d'euros comme habituellement, on a coûté 10, et qui est aujourd'hui une réussite en termes d'informatique. Ouais, c'est extraordinaire. Le deuxième projet, qui traduit un tout autre positionnement, qui est plutôt l'équivalent d'une maison individuelle dans la ville, mais construite par les pouvoirs publics. Comme dans la ville, de temps en temps, les pouvoirs publics doivent faire un HLM pour initier quelque chose pour tout un tas de raisons. De temps en temps, la puissance publique doit faire un service numérique à destination des citoyens ou des soignants. Donc, l'exemple que je souhaite prendre, ce n'est pas l'exemple très connu de Stop Covid, qui pour l'instant rencontre un succès mitigé.
c'est un exemple beaucoup moins sulfureux, mais extrêmement important, de la cartographie de tous les laboratoires de tests qui réalisent des dépistages Covid, qui s'appelle Dépistage Covid et qui est accessible depuis le site santé.fr, qui vous permet de savoir quels sont les labos à côté de chez vous qui réalisent des tests Covid, quels sont leurs horaires, est-ce qu'elles sont accessibles aux personnes handicapées, demain, quel est le temps d'attente dans ces laboratoires, etc. Donc là, c'est accessible maintenant. C'est accessible maintenant, c'est accessible, ça a été fait là aussi en 10 jours. Hein. C'est vrai qu'on a eu des sacrés challenges en interne aussi. Ça a été fait en 10 jours, c'est sorti au moment du déconfinement début mai, et aujourd'hui ça rencontre un certain succès aussi. Alors c'est quoi, c'est une grosse équipe que vous avez en interne qui fait ça? Non, c'est 2 personnes qui l'ont réalisé. Non, mais il faut mentionner. On n'est pas... on n'est pas dimensionné pour absorber une telle charge, donc on est obligé de se débrouiller. Et aujourd'hui, il y a en moyenne 6 millions de vues mensuelles sur ce site-là. Et puis peut-être le troisième exemple, beaucoup plus tourné vers l'extérieur, qui est vraiment dans notre rôle d'État plateforme, comme on l'appelle. Un des rôles de l'État, c'est de vérifier que les maisons individuelles, elles sont conformes au code de l'urbanisme et de faire en sorte que ces maisons individuelles innovantes, elles émergent. Donc on a lancé aussi pendant le confinement un référencement de tous les services numériques innovants qui respectaient certains prérequis en termes de sécurité pour les porter à la connaissance des citoyens ou des soignants. Donc il y avait par exemple maladie coronavirus dont vous parliez, il y avait évidemment Covidom sur le volet télésurveillance, et puis il y avait plus de 200 solutions de téléconsultation référencées qui ont été, le sondage est tout récent là, est jugé très utile par 75% des professionnels de santé pour s'équiper en urgence en solutions de téléconsultation. Donc voilà, c'est un troisième type de métier qu'on a. Merci beaucoup Laura, c'était très instructif et intéressant. Patrick, je vais revenir vers vous pour... on a parlé donc bien sûr des citoyens français, d'aides-soignants, de l'impact, l'accélération, des médecins évidemment aussi, du système hospitalier, des infirmières qu'il ne faut pas oublier. J'en oublie peut-être encore, mais en tous les cas, tout cet écosystème autour du système français, de santé français. À travers tout ça, donc il y a un paradigme qui a forcément changé, il y a des paradigmes qui ont changé. Qui a été le plus impacté selon vous? Je pense que très clairement, le paradigme qui a changé, c'est la relation médecin-malade. Et on s'est aperçu que le digital, dont on avait toujours peur en disant ça va limiter la relation, en fait, ça a permis de la développer. Et encore une fois, je veux rendre hommage aux milliers de volontaires qui nous ont rejoints pour pouvoir passer des coups de fil aux patients qui en avaient besoin, parce qu'ils avaient généré des alertes. Et c'est ça qui a fait que dans cette application, où maintenant on est à plusieurs centaines de milliers de patients, on a un taux de satisfaction de plus de 95%. Et ça, c'est un élément extrêmement fort. C'est-à-dire que, quelque part, j'allais dire, on a réussi à faire rentrer l'idée du digital dans la prise en charge de santé pour nos populations. Et donc ça explique que demain ne sera jamais comme avant-hier. Laura, selon vous, quel est le paradigme qui a le plus été impacté? Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que toutes les expressions qu'on utilise tous à longueur de compte, de parcours patient, de décloisonnement ville-hôpital, de patient-acteur, qui sont malheureusement un peu galvaudées parce que trop loin de la réalité du terrain habituellement, là, elles deviennent un peu concrètes. Ça transparaissait dans tout ce que vous avez dit. Évidemment, c'est encore loin d'être parfait. Le chantier est vertigineux. Mais quand on se dit, il y a tout un tas d'exemples, mais par exemple on est notifié Stop Covid parce qu'on est identifié comme un contact à risque, que Stop Covid nous invite à aller nous faire tester en cherchant le laboratoire le plus près de chez nous sur dépistage Covid, qu'ensuite notre test remonte dans le CIDEP et que derrière, ça permet de déclencher le contact tracing, de prévenir l'assurance maladie, de nous appeler pour nous prescrire un arrêt de travail, nous prescrire un masque, que ces prescriptions sont transmises automatiquement à la pharmacie pour qu'on n'ait pas à payer quand on y a, et que derrière, ça déclenche aussi des modules d'autosuivi comme Covidom, que ça permet de vous envoyer un QR code qui est scanné dans Stop Covid pour à nouveau briser la chaîne de contamination. C'est colossal en termes d'urbanisation, ces sujets. Et là, c'est un exemple parmi d'autres, vous en avez cité tout un tas. Ça s'est matérialisé, c'est devenu concret. Donc je pense qu'on est dans la bonne voie et que maintenant, il faut accélérer encore davantage et qu'on va y arriver collectivement. Et je dirais même, je pense que ça responsabilise aussi les citoyens sur leur propre santé. Au-delà de ça, Delphine, sous le prisme de la Poste, qu'est-ce que ça a changé comme paradigme? Nous, notre expérience avant le Covid du télésuivi et de la télésurveillance, c'était que finalement, c'est très vertical par pathologie.
C'est l'affaire de spécialistes, et c'est normal au début. Ça a été conçu comme ça. Avec Covidom, on a vu que déjà, sur une pathologie bien précise qu'est le Covid, c'est déjà plus l'affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous. Infirmières, médecins généralistes, hospitaliers, plateau de télésurveillance, le 15 aussi, qui pouvait enregistrer des patients. Donc, ce qu'on voit émerger, c'est des solutions pour demain plus intégratives aussi, qui se mettent à la place du patient qui n'a parfois pas qu'une pathologie dont il faut s'occuper, et aussi de professionnels soignants qui doivent appréhender le patient dans sa globalité. Donc, pour moi, le changement de paradigme qui a commencé, sur lequel on doit aller plus loin, c'est d'avoir des outils universels qui permettent aux soignants et aux patients d'englober la situation médicale dans sa totalité et non plus en silo. On comprend qu'il y a beaucoup de changements, une nouvelle ère. Alexandre, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit Oui. Alors moi, ce que j'aimerais juste rajouter, et ça sera peut-être pour ma part, je dirais la conclusion. Dans un premier temps, je rejoins en fait l'ensemble des personnes sur le plateau. La crise sanitaire, elle a vraiment permis de démontrer, je dirais, la pertinence du télésuivi et plus globalement, j'aimerais dire, de la télémédecine. Faut savoir que nous, jusqu'à maintenant, on se rend compte que le télésuivi ne faisait pas forcément partie des priorités, même si elles attiraient en fait la curiosité en fait des établissements de santé. Et depuis cette crise Covid, on voit bien que tout s'est accéléré et tout va très très vite, et on en voit beaucoup plus la pertinence et l'efficience en fait de ces plateformes. Ce que j'aimerais rajouter, c'est, pour moi, à mon sens, l'enjeu principal. Ça serait vraiment de faire perdurer, je dirais, les synergies territoriales entre la médecine de ville et les hospitaliers, comme l'a fait d'ailleurs Covidom pendant cette crise, et peut-être de faire émerger, je dirais, de nouveaux usages, parce que demain, moi, à mon sens, le parcours global du patient, à travers le télésuivi, à travers la télémédecine, mais demain sur la livraison, je dirais, de médicaments auprès des patients, au-delà des prestations de soins à domicile qui existent déjà, d'ajouter des objets connectés, des solutions prédictives pour éviter des hospitalisations précoces. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses maintenant qu'on peut mettre en place, et surtout, j'aimerais insister et terminer là-dessus. Pour y arriver, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Il faut qu'on le fasse ensemble avec les médecins, avec les professionnels de santé, avec des grands groupes comme La Poste, avec bien évidemment l'État et le ministère de la Santé, et voilà, et les industriels. On pourra, je pense, on doit dans tous les cas faire de belles choses sur les mois et les années à venir, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui sont très efficientes. Merci. Merci Alexandre. Laura, quelque chose à rajouter peut-être ? Non, peut-être juste pour rebondir sur cette nouvelle ère, pas tant sur une réponse de fond, mais plutôt de forme. Je souscris parfaitement à ce qui a été dit. Je pense qu'il n'y aura pas de réussite individuelle dans les mois, dans les années à venir. La réussite, elle sera fortement collective. Covidom, c'est quoi ? C'est des industriels, Covidom, La Poste, des établissements, des professionnels de santé, la PHP, des pouvoirs publics, la RS Île-de-France, le ministère de la Santé, qui ont travaillé ensemble en mode commando au service d'un objectif commun qui sert l'intérêt général. SIDEP, c'est pas du tout le succès que du ministère de la Santé. La maîtrise d'œuvre, c'est également la PHP. Les professionnels des laboratoires ont été incroyables. Leurs éditeurs de logiciels ont été incroyables. Les prestataires Daedalus et Novacom et MIPS ont été extrêmement pertinents également. Et c'est parce qu'on a réussi à travailler ensemble qu'on a réussi à sortir ce projet en 3 semaines. Donc, je profite pour lancer un appel, parce qu'on lance justement un événement qui s'appelle les Talents de la e-santé à la fin de l'année, un peu type cérémonie des Césars, qui viendra récompenser des équipes projets mixtes comme ça, public, privé, national, régional, professionnels de santé, patients, qui ont réussi à porter un projet intéressant et innovant, notamment pour répondre à la crise Covid, mais aussi plus largement, et pour mettre en valeur un peu tous ces gens de terrain qui se bougent et qui transcendent un peu leurs objectifs individuels pour répondre en fait à un sujet d'intérêt général, même si on est un industriel et que par ailleurs on a des objectifs qui s'entendent, qui sont aussi économiques. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à candidater pour être, Comment ils peuvent candidater promus et mis en visibilité. L'appel sortira là dans quelques semaines. D'accord. Très bien. Peut-être un petit mot de la fin, Delphine, et puis je laisserai la parole à Patrick. Effectivement, on a vu les nouvelles frontières s'ouvrir.
dans l'intérêt du patient et des soignants. Avec un outillage digital qui existe, finalement, il ne manque pas grand-chose pour que la mayonnaise prenne et de manière durable. Y compris sur le front des services rendus aux patients à son domicile, en complément du soin, ce qui pourrait être un objet d'un débat à part entière. Dans la santé, il y a le soin et il y a ce qu'il y a autour du soin et qui contribue à être en bonne santé. Et il y a du service au quotidien qui y contribue. Donc ça aussi, pour nous, c'est un sujet de fond important. Mais en tout cas, on a ouvert collectivement nos chakras et donc souvenons-nous-en dans les prochaines années. Patrick ? Tout à fait. Je crois que grâce à la mobilisation de tous et de toutes, grâce effectivement à toute cette chaîne, j'allais dire, de construction, et j'aime bien la notion d'opération commando, parce que c'est vrai que c'était jour et nuit, il faut quand même se le rappeler pendant longtemps. Et cette co-construction au fur et à mesure, on a pu finalement éviter d'embouteiller nos urgences. On a pu éviter qu'on ait des patients à réanimer sur les parkings. On a pu permettre aux soignants de se focaliser sur les patients les plus graves. Et je crois que c'est ça la bonne réussite de toute cette chaîne en fait, qui s'est construite autour du Covid et en particulier de toutes ces innovations, que ce soit SIDEP, que ce soit Covidom. Maintenant, j'allais dire, effectivement, l'important, c'est que retenir quelque part. Et moi, je dis toujours, à l'époque où, effectivement, on se dit chacun est dans son monde, chacun soigne ou fait une entreprise ou va faire des textes de loi. Là, en France, on a la chance qu'effectivement, on puisse être ensemble. Et au moment où on dit toujours il faut faire des espaces de coworking, comme on dit, moi je dirais, avant on faisait du coworking et maintenant on a fait du working together. Et je voulais remercier également EITL, ce qui nous a permis de monter et de développer nos projets, en particulier vers l'Europe, avec des formations maintenant en anglais, en espagnol, peut-être en allemand. Et donc encore une fois, l'histoire ne fait que commencer. Ils sont aussi nos partenaires, donc merci d'avoir mentionné EITL sur ce plateau. Merci à tous. En tout cas, ce que je retiendrai, c'est le mode commando en mode commando en mode collectif, pardon. Commando en mode collectif. Et ce sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup. Restez connectés. À bientôt.